Bienvenue dans notre nouvel épisode de Trash ou Trésor, où nous mettons en lumière aujourd'hui la gestion durable des déchets et le zéro déchet. Bien que FOSS Plus fasse un travail remarquable, il est essentiel de rappeler que la responsabilité individuelle et collective joue un rôle crucial. Je suis Aurélie Van Overskeld, je travaille chez FOSS Plus et je vous accompagnerai tout au long de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Dussart de BWAP, une experte passionnée par la sensibilisation et l'action contre les déchets sauvages. BWAP, c'est une ASBL créée par FOSS Plus, Fevia Wallonie et Comeos. Elle a pour but de réduire les incivilités ayant un impact négatif sur la propreté publique et le cadre de vie en Wallonie. Ensemble, nous allons discuter de l'impact des emballages, les initiatives mises en place et des moyens concrets pour réduire notre empreinte et construire un avenir plus responsable. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Comme dans chaque épisode maintenant, je vais te poser notre question signature. Et cette question, c'est qu'est-ce qui a pour toi de la valeur, mais qui pourrait, pour quelqu'un d'autre, être bon à jeter ? Donc c'est vrai qu'un déchet, c'est quelque chose dont on n'a plus besoin et qu'on veut jeter à la poubelle ou en tout cas on veut s'en débarrasser en le réutilisant ou autre. Et la chose à laquelle je pense, qui pour moi est précieuse, c'est les premières petites affaires de mes enfants. Alors, j'ai pensé à deux choses. Il y a les vêtements, les premiers petits pyjamas, les premiers petits bodys qu'on garde parce qu'on ne saurait pas les donner ni les jeter. Mais c'est vrai que ça, généralement, on sait les revaloriser. Les vêtements. Par contre, je pense à autre chose qui est complètement foutue. On ne saurait plus s'en servir, c'est les premières tétines, où à un moment donné, ils vont un peu la détruire. Et là, ça, clairement, il n'y a aucune solution de revalorisation. Donc, la direction, c'est la poubelle. Sauf que ça rappelle tellement de souvenirs, tellement de moments intimes et forts qu'on les garde parce qu'il y a un souvenir qui est là derrière. Donc voilà, ça, je pense que c'est un des objets vraiment qui, pour beaucoup, sont à jeter à la poubelle. Mais pour moi, c'est quelque chose que je garde précieusement. C'est marrant parce que mes parents ont gardé ma première tétine. Alors moi, il y avait tout un petit rituel autour de ça. Ils m'ont dit, pour que j'arrête en fait de la prendre, ils m'ont dit, on va la jeter au canard. Évidemment, mes parents ne l'ont pas jetée dans un lac ou dans un étang. Oui. Mais symboliquement, ils m'ont fait semblant de la jeter. Et en fait, après, on avait chez moi une espèce de canard avec un couvercle, bref. Et il était dans le canard. Elle est restée dans le canard. Okay. Donc, c'est marrant. Je crois que pour eux aussi, ça avait du coup cette valeur hyper sentimentale de se dire, allez, c'est notre premier enfant, sa première tétine, on ne va pas l'acheter. Oui. Donc, c'est marrant que tu parles de ça et que voilà, ça résonne aussi chez moi. Donc, c'est marrant. Tu as combien d'enfants ? Alors, j'ai 3 enfants. J'ai une petite fille de 2 ans, une grande fille de 10 ans et j'ai un fils de 14 ans. Donc voilà, c'est vrai que mes enfants, ça prend une place assez importante pour moi dans ma vie. Et tu as leurs 3 tétines encore Oui, j'ai encore leurs 3 tétines dans le grenier, comme tout un tas d'autres affaires qui veulent que je garde, genre les dessins, les coloriages multiples. Mais voilà, ceux-là, je ne les garderai pas à un moment donné quand ils auront leur chez eux. Je pense que je ferai retour à l'expéditeur et ils décideront si ça devient un déchet ou s'ils le gardent. Mais en tout cas, c'est vrai que les premières tétines, ça, je les garderai précieusement. Mais c'est hyper chouette, en tout cas, des beaux objets, un beau partage. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. De rien. Donc, dans cet épisode, on va parler, entre autres, de responsabilité individuelle, de ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle de citoyens, pour contribuer à un monde meilleur. Mais alors, avant tout, je voudrais que tu nous donnes un peu de cadre plus global sur toi, ce que tu fais chez BWAP et peut-être un petit peu, dans tes mots, ce que c'est BWAP. Donc, je suis responsable communication et je m'occupe aussi des projets liés aux citoyens et aux écoles. Ça inclut beaucoup de sensibilisation, de la vulgarisation aussi pour le grand public parce que la propreté publique, en l'occurrence, dont BWAP s'occupe, c'est une thématique qui peut paraître simple, mais qui au final est assez complexe. Il y a différents acteurs qui peuvent agir pour améliorer la propreté publique et donc mon travail dans ces projets citoyens et les projets écoles, c'est de réfléchir à comment faire changer les comportements de toutes ces personnes. Donc, ça passe par le plus jeune âge. Et donc là, on met en place différents programmes scolaires, différents défis, missions qu'on essaye de proposer aux écoles et aux enseignants et puis à leurs élèves.
Et puis, je supervise aussi tout ce qui est participation citoyenne, où là, on essaie d'outiller tous les citoyens qui veulent aider à améliorer la propreté publique, par exemple en effectuant des ramassages sur le terrain. Et puis, il y a la communication et la logistique pour encadrer tout ça. Et donc, voilà, là aussi, c'est important de communiquer correctement en fonction de la cible. Et donc, mon travail, c'est de m'assurer des différentes étapes, que le message soit bien adapté à la bonne cible, qu'il sorte au bon moment. Et tu parlais des citoyens, des gens qui viennent chez vous pour un peu faire des actions et tout ça. Est-ce que, évidemment, il y a eux qui sont très conscients de tout ça, mais est-ce que tu rencontres aussi des gens qui pourraient être un peu découragés, par exemple ? Oui, alors chaque année, il y a le grand nettoyage qui se déroule au printemps. Ça, c'est vraiment une action qui existe depuis le tout début. À côté de ça, on a aussi les ambassadeurs de la propreté qui, eux, font des ramassages de façon beaucoup plus récurrente. Et c'est vrai que pour les ambassadeurs de la propreté, parfois, il y a des moments où ils se découragent, où il y a une perte de motivation. Et donc, il faut essayer de trouver comment faire et comment leur permettre d'y croire encore pour continuer à se mobiliser. Alors, on essaie pour ça de les mettre en réseau, parce que parfois, quand on voit qu'on n'est pas seul à faire un geste pour la planète, on se sent appartenir à un groupe et c'est beaucoup plus porteur. Et est-ce que tu penses que, en tant qu'individu, on peut quand même avoir un impact seul, sans qu'on soit ambassadeur de la propreté ou n'importe quoi, juste seul chez nous? Est-ce qu'on a un impact réel ? Je pense qu'il faut y croire, en tout cas, qu'on a cet impact en tant qu'individu. Parce que si on regarde un peu les infos, qu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau du monde, de l'Europe, du politique, etc., je pense qu'il ne faut pas attendre de gros changements pour nous changer individuellement. Je pense par contre qu'il faut changer en fonction de qui on est et de ce qu'on est prêt à faire. Si on demande à un individu de changer radicalement son mode de vie, ce sera trop compliqué, il ne va même pas essayer. Par contre, si par de petits gestes, au fur et à mesure, on enclenche un changement, alors là, je pense qu'on a vraiment chacun un rôle à jouer dans le changement de comportement et l'amélioration de notre quotidien pour l'environnement. Donc, il ne faut pas se décourager. Non, il ne faut pas se décourager. Chaque geste compte, on le dit souvent, mais j'y crois vraiment, chaque geste compte. Et puis, ça permet aussi de montrer à ceux qui ne s'engagent pas et qui ne font rien, on nous revient souvent en disant « mais enfin, vous allez ramasser les déchets des autres. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi des écoles font ça ?» Mais c'est une action exemplative, ça peut inspirer les autres, ça peut... Et puis après, ils nous posent parfois la question, quand on ramasse sur le terrain « mais pourquoi vous faites ça ?» On peut aussi leur expliquer. Si moi, je ne le fais pas, mais que personne d'autre le fait, c'est comme pour toute thématique, il faut bien que quelqu'un... s'y mettre, sinon après arrêtons de nous plaindre de la société si nous on n'y contribue pas un minimum. Voilà. Tout à fait d'accord. Très belle réponse. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, moi aussi avec ton background un peu professionnel, qu'est-ce qui est selon toi une gestion des déchets durables ? Alors, une gestion des déchets durables, ça répond pour moi à différents principes. La première chose à faire, c'est d'essayer de limiter notre consommation, la fameuse échelle de Lansing où on réduit d'abord et on essaye d'éviter ce qui est inutile. Ensuite, on réutilise un maximum ce qu'on peut réutiliser. Je parlais tout à l'heure des vêtements qu'on réutilise. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut réutiliser et qui peuvent avoir une seconde vie. Ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Et puis, il y a des choses quand même assez simples maintenant, comme le tri des déchets, qui, à l'heure actuelle, est quand même facile. On a la chance ici en Belgique, parfois les gens l'oublient, qu'on a un système de collecte efficace qui fonctionne, qu'après nos déchets collectés vont en filière de revalorisation. Donc ne pas faire tout ça, ce serait passer vraiment à côté de quelque chose, puisqu'on a les outils en main. On n'a pas d'excuses, entre guillemets, pour ne pas faire tout ça. Et puis, en effet, au final, il reste certains déchets ultimes. Et ceux-là, il faut bien en faire quelque chose. Mais voilà, il faut, je pense, essayer d'avoir une gestion durable de nos déchets en réfléchissant à l'impact de tout ce qu'on a entre les mains et se dire, oui, j'achète ça ou on me donne ça, mais qu'est-ce que je vais faire après avec tout ça? Et je pense que... Alors, j'étais déjà sensible à l'environnement plus jeune, mais je pense qu'en ayant des enfants et en ayant accumulé ces dernières années tout un tas de choses matérielles,
si on n'y pense pas, c'est vraiment le bon moment de s'y pencher et de se dire mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et il faut rationaliser, essayer de réfléchir avant de consommer parce que à un moment donné, ces déchets, il faut bien les mettre quelque part et personne n'en veut. Donc voilà, essayons de consommer intelligemment. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient te voir et te dit « Oui, mais bon, Mélanie, moi, je veux bien trier tous mes déchets et tout, mais en fait, si les autres, ils font rien, ça sert à rien, donc moi, je fais rien non plus. » Mais c'est vrai que par rapport aux emballages, il y a par exemple les emballages individuels. Allez, je vais prendre l'exemple des collations. C'est vraiment Bon, je reviens souvent à mes enfants, désolée, mais c'est vraiment peut-être une petite déformation chez moi. Il y en a qui disent, oui, c'est bien de prendre des emballages en lot, éviter les emballages individuels, et puis après on met sa petite collation dans la petite boîte pour l'école, etc. Mais de toute façon, il y aura ces paquets de gaufres au magasin avec les gaufres emballées individuellement. Alors oui, c'est vrai, mais si on veut faire changer les choses, alors si tout le monde continue à prendre l'emballage individuel, en effet, le producteur va continuer à faire ce genre d'emballage. Mais si à un moment donné, il remarque qu'une partie de la population préfère les gros emballages pour éviter un petit peu ce suremballage, justement, il va se rendre compte qu'il aura certains emballages ou certains paquets qui ne vont plus se vendre. Et donc, petit à petit, il va peut-être réorienter ou réfléchir. Tiens, je propose des emballages individuels parce que pour certains, c'est nécessaire ou c'est utile. Et c'est vrai que ça dépend de sa famille, de plein de facteurs. Mais pour d'autres, il faut pouvoir répondre à différents modes de vie. Et je pense vraiment qu'à ce niveau-là, on pourrait se dire, oui, mais si tu n'achètes pas ce paquet-là, quelqu'un d'autre va l'acheter. Non, si on réfléchit comme ça, je pense qu'on ne changera jamais les choses. En tant que consommateur, il faut montrer on a de l'impact et il ne faut pas le sous-estimer, cet impact, je pense. Je suis hyper d'accord avec toi. Après, évidemment, certains emballages restent utiles et ont quand même une utilité. Alors oui, c'est pratique, mais... un emballage en termes alimentaires, en tout cas, sert aussi à la conservation souvent des aliments. C'était une de mes questions après, mais on va la poser tout de suite. Okay. Un concombre emballé, par exemple, tient plus longtemps qu'un concombre qui n'est pas emballé. On ne le sait pas toujours. Okay. Mais l'emballage peut aussi être utile. Donc, il ne faut pas que le diaboliser et se dire « il y a un emballage, toutes mes petites gaufres sont emballées ». Oui, ça peut être pratique pour certaines personnes, mais aussi d'un point de vue... alimentaire, ça a aussi son impact et son utilité. Oui. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi que c'est pas que mauvais. Il y a une utilité là derrière. Oui. Ça a aussi été pensé par... Oui, bien sûr. Et encore une fois, je pense que c'est bien juste d'avoir le choix. Parce que pour certains produits, j'irai vers des choses peut-être plus individuelles parce que je sais que je le consommerai pas ou peu, ou en tout cas, j'aurais peur que de prendre en gros paquet, par exemple. Je vais gaspiller, faire du gaspillage alimentaire, c'est pas mieux. Donc, en effet, certains emballages sont vraiment très utiles pour la conservation, pour les dates de péremption, les allergènes, l'information. Il y a vraiment plein de bons côtés à l'emballage, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va en faire après. Et voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Exactement, il faut plus celle-là pour gérer ça. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui vivent en mode zéro déchet. Et elles affirment à tout le monde que tout le monde peut le faire. Nous avons contacté notre experte Chloé Schwitzgebel pour avoir son point de vue. Chloé est coordinatrice du projet Consigne en Belgique auprès de l'ONG Fair Resource Foundation. Cette ONG vise à réduire l'utilisation des ressources de manière à respecter les limites planétaires et ses écosystèmes. Alors le zéro déchet, c'est un mode de vie qui consiste à produire le moins de déchets possible. C'est-à-dire à ne pas acheter ou à ne pas consommer des produits qui sont emballés, ou du moins à essayer de limiter ces déchets sauvages autant que possible. Pour adopter un mode de vie sans déchets, il faut vraiment commencer par regarder les différents aspects de sa vie. Alimentation, soins, maquillage, mais aussi les achats en ligne par exemple. Complètement sans déchets, c'est pas quelque chose de simple car la société actuelle reste très axée sur l'usage unique et sur une consommation qu'on peut appeler une surconsommation. Par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, il y a plein de belles initiatives de magasins 100% sans emballage ou qui proposent plus de produits en vrac. C'est pas toujours simple. Par exemple, si on regarde dans les supermarchés, l'offre de zéro déchet, elle est pas souvent très large. Et à part quelques fruits et légumes et parfois des produits secs, il y a pas vraiment de quoi remplir un frigo ou manger pour la semaine. C'est pareil pour les cosmétiques. Il y a des solutions de recharge qui se développent. Il y a par exemple des produits sans emballage comme le savon, même le shampoing.
mais on reste loin du compte. Pour moi, oui, ça fait vraiment sens soit de vivre zéro déchet, mais au-delà de ça, d'essayer de réduire ces déchets. D'une part, parce que ça peut être inspirant et ça peut ouvrir la discussion avec les personnes qui nous entourent. Et aussi parce que ça peut pousser la demande vers davantage de produits sans emballage. Si je donne un exemple parallèle, il y a quelques années, je pense pas qu'on aurait pu s'imaginer qu'il y aurait autant de produits végétariens et véganes qui seraient disponibles dans les supermarchés. En tout cas, pas moi. Mais ce qui est sûr, c'est que la demande croissante a fait que désormais, il y a de plus en plus de produits comme ça qui sont vendus. Et du coup, l'offre aussi correspond à la demande. Donc, c'est pour ça que ça fait du sens. Mais en tant que citoyen, on peut faire notre mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas être le seul responsable. Il faut du coup que les supermarchés, les producteurs aussi gèrent mieux les ressources qu'ils produisent et qu'ils mettent en vente des produits plus en vrac, sans emballage, réutilisables. C'est aussi les gouvernements en Belgique, aussi bien régionaux que le gouvernement fédéral, qui doivent rendre la production de ces produits à usage unique plus coûteuse et qui doivent rendre les solutions de réemploi et de prévention plus accessibles. En somme, si on veut gérer mieux ces ressources, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on puisse réellement préserver nos ressources en consommant moins, en consommant mieux. Donc le zéro déchet, ça paraît finalement une solution idéale pour sauver notre planète. Mais est-ce que tu penses que c'est réalisable et surtout, est-ce que c'est nécessaire ? Alors, réalisable, on va commencer par ça. Réalisable à l'heure actuelle, c'est utopique de penser qu'on peut tous passer du jour au lendemain au zéro déchet. Parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, changer complètement son mode de vie d'un jour à l'autre, c'est pas possible. Par contre, enlever certains déchets, ou en tout cas les éviter, certains, je pense que ça, il y a des possibilités, mais allez, pour faire du zéro déchet, il faut par exemple avoir plus de vrac, et en termes d'offres, actuellement, c'est pas suffisant. Si tout le monde du jour au lendemain devait se mettre au zéro déchet, ce serait pas possible. Donc il y a pas mal d'initiatives locales qui existent, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on saurait y passer du jour au lendemain. Et je pense que pour certaines choses, c'est plus compliqué que pour d'autres. Par exemple, aller acheter des pâtes ou des fruits secs en vrac, voilà, ça paraît tout à fait accessible. Mais alors, il faut de l'organisation. Il faut penser à avoir ses boîtes ou ses sachets, ses sacs de course réutilisables. Donc, ça demande quand même une certaine organisation. Des bocaux à la maison. Oui, voilà. Mais c'est possible. Par contre, il y a d'autres choses où là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, encore une fois, je pense que là, il faudrait peut-être un peu plus de vrac, si on parle du vrac dans certains endroits, pour laisser la possibilité, en fonction du produit choisi, de pouvoir le faire, voilà, dans certains cas. Et donc, la deuxième question... Est-ce que c'est nécessaire, le zéro déchet ? Est-ce que c'est nécessaire ? Alors, zéro déchet, si on pense à Bea Johnson et à son bocal Alors, j'aurais envie de dire oui, mais c'est pour moi utopiste. C'est nécessaire de se réveiller et d'en produire moins. Et une fois qu'ils sont produits, de les évacuer au mieux. Oui, et d'arriver à une économie circulaire de tout ça. C'est ça, une gestion plus durable, plus circulaire, en effet. Mais je crois qu'il y a une certaine nuance et une certaine mesure dans le zéro déchet. Vraiment zéro déchet. Et le bocal, le fameux bocal dont on a parlé, on en entend un peu moins parler maintenant. Mais... Donc pour un peu remettre dans le contexte, on parle bien de ce bocal de cette dame, je ne connaissais pas son nom, mais voilà, Johnson, qu'elle remplit. Et donc elle a un bocal, je ne sais pas, ça doit être 1 litre ? Oui, même, je pense qu'elle a même fait mieux, mais... Où elle a compacté tous les déchets. Elle compacte vraiment les déchets ultimes qu'elle n'a pas su composter ou qu'elle n'a pas su éviter. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut changer son mode de vie de façon vraiment drastique. Et je crois qu'à l'heure actuelle, la société n'est pas prête à changer, de faire un virage à 360 degrés. Mais c'est nécessaire, malgré tout, que les gens se rendent compte de la problématique des déchets et se réveillent pour adopter certains gestes qui pourraient faire, certains gestes simples, comme on parlait tout à l'heure, du tri, de la réutilisation, etc. Ça, je pense qu'il est nécessaire que les gens se réveillent. C'est vrai que chez nous, BWAP, notre mission, c'est d'améliorer la propreté publique. Et quand on voit certaines bouteilles, parfois même consignées, qu'on retrouve dans l'espace public quand on fait des grands nettoyages, ou certains objets de valeur qui se retrouvent, on se demande comment est-ce possible d'en arriver encore
des choses comme ça. Et puis, comment est-ce possible de prendre autant peu soin de cet espace public? Parce que c'est vrai que l'espace public, on a tendance à croire que c'est un espace qui n'appartient à personne. Oui, on dit souvent qu'en dehors de chez soi, on perd nos bonnes manières et chez nous, on fait tout bien et puis après, on passe la porte. Oui. À la limite, sur le pas de la porte, ça, c'est plus ou moins important. Et puis, dès qu'on va un peu plus loin dans la rue, c'est pas important. Et pourtant, si, c'est des lieux où on passe tous les jours. Et donc, c'est important qu'on s'y sente bien. À la maison, je pense pas que ça nous viendrait à l'esprit de jeter quelque chose par terre. Et pourquoi se permettons ça quand on est dans notre rue, dans notre quartier ou près de son lieu de travail ou à l'école? Je crois vraiment que chaque citoyen doit se réapproprier cet espace public. Si chacun y mettait un peu d'attention et se dit moi, je prends soin de cet espace parce que c'est mon espace, c'est mon quartier, c'est ma rue, je crois que ça changerait beaucoup de choses. Mais là derrière, il y a une fameuse prise de conscience et encore pas mal, je crois, de communication et de sensibilisation à faire pour que le citoyen lambda se rende compte de tout ça. Et est-ce que toi, le zéro déchet, c'est quelque chose, tu te dis, pourquoi pas un jour tendre le plus possible là-dessus ou non? Enfin, tu trouves que c'est déjà bien de trier, d'être conscient, mais sans être extrême? Alors, le zéro déchet, je le fais pour certaines choses. Le vrac, par exemple, pour certains produits, je l'utilise. Malgré tout, il y a eu un événement qui m'a freinée, c'est le Covid. À l'époque, ils n'acceptaient plus les boîtes chez le petit boucher du coin, par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que certaines bonnes habitudes que j'avais prises à l'époque, je les ai perdues et c'est très difficile de les reprendre. Alors, avec les 3 enfants, le travail, les passions, etc., ça freine aussi parce qu'on a des modes de vie où on est à 100 à l'heure et c'est pas toujours évident de faire plusieurs magasins. Parfois, on choisit la facilité avec le temps dont on a besoin. Mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de favoriser le zéro déchet, je le fais. Après, j'essaye aussi de ne pas me culpabiliser quand je n'arrive pas à réduire comme j'aurais voulu le réduire. Mais voilà, j'aimerais le faire encore plus si j'avais plus de temps. Et si j'avais tout au même endroit. Mais je pense que chaque personne peut faire du zéro déchet et s'améliorer. Ça va par des petits gestes. Ça peut être, on parlait des pâtes tout à l'heure, ça peut être dans la salle de bain, les savons solides, ce genre de choses. Il faut vraiment faire pas à pas, faire rentrer une initiative de zéro déchet dans la maison, essayer que tout le monde parce que la choisissent, c'est bien que moi je choisisse le zéro déchet, mais il faut que tes enfants, que ma famille le suive. Et donc là aussi, c'est des changements d'habitude et des choses dont il faut discuter, se mettre d'accord, voir jusqu'où on est prêt à aller et petit à petit essayer d'en faire plus. C'est sûr. L'important, c'est déjà d'en être conscient, je pense, et on n'est pas obligé de tomber dans un extrême, mais juste d'être conscient que notre geste, en fait, a de l'impact. Nous, tout seuls, en tant que petits citoyens, on a un impact, mais voilà, il ne faut pas tomber dans un extrême, rester dans un cadre accessible pour nous en tant que personne, avec un boulot, avec des enfants, avec des passions, avec tout ce qu'on a. Donc, je ne sais pas si c'est bien résumé, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Oui. Alors, comme dans chaque épisode, on aimerait donner quelques petits conseils à nos auditeurs. Alors, cette fois, on va parler un petit peu de gaspillage alimentaire. Donc, on l'a déjà un petit peu abordé en parlant justement des emballages des concombres, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu fais pour limiter le gaspillage alimentaire? Alors, j'ai une chose qui me vient là comme ça, c'est le pain. C'est vrai que les restes de pain, c'est quelque chose de récurrent, même si on essaye de dimensionner, même si on essaye de congeler. Et donc, nous, on essaie de faire du pain perdu dès qu'on a un peu de pain sec pour essayer de ne pas le jeter. Et c'est trop bon en plus. Et donc ça, c'est vrai que c'est trop bon. Donc voilà, ou alors des croûtons, bêtement. Donc essayer d'accommoder les restes. Il y a la fameuse liste de courses, même si j'avoue ne pas être assez assidue. Mais c'est vrai qu'une façon d'éviter le gaspillage alimentaire, c'est de faire sa liste et d'essayer de se cantonner
à ça. Et puis, allez, si je reviens aux petites collations de mes enfants, justement, quand on ouvre les grands paquets, on met dans une boîte hermétique, parce que si on ouvre le paquet et qu'on le laisse là dans l'armoire, tout va être sec et là, il va y avoir du gaspillage alimentaire et là, ça n'aura pas eu de sens d'éviter le suremballage. Donc, c'est vraiment dommage. Donc voilà, je pense que dès qu'un paquet de biscuits est ouvert, le mettre dans une boîte hermétique, ça c'est aussi un geste assez simple, mais vraiment important pour éviter le gaspillage. Trop bien. Merci beaucoup pour ton intervention, d'être venue aujourd'hui nous parler de ton expérience. Merci. Merci aussi. Merci de nous avoir écoutés. C'est le moment de passer à l'action. Tu as des petits conseils pour un meilleur recyclage à partager avec nous et nos auditeurs ? N'hésite pas à les poster en commentaire. Et pour ne rien louper de Trash ou Trésor, suis-nous sur nos réseaux sociaux et abonne-toi au podcast. Tous ensemble, faisons la différence pas à pas.